Les amis, ça fait quelques jours que je teste le Pixel 11 Pro pour Numérama et j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce téléphone. Déjà, première chose importante, j'ai toujours été un grand fan des Google Pixel. Je trouve que c'est une des catégories les plus sous-cotées de l'univers Android parce que ce sont des téléphones efficaces avec une surcouche qui généralement est complète sans en faire trop, un bon matériel et surtout une excellence en photo. Mais je suis de base plutôt convaincu par les Pixels. Cette année, il y a pas mal de nouveautés assez cool. On va essayer d'aller rapidement dessus pour se concentrer ensuite sur les gros changements comme Highlight. Vous allez voir que je suis pas hypé par toutes les nouveautés. Mais déjà, un des changements qui pour moi est important, c'est le fait que Google renforce le verre. Il passe à du Gorilla Glass Victus 2 et c'est une grande nouvelle parce que j'avais le Pixel 10 Pro l'année dernière. Ça se rayait plus qu'un iPhone ou un Samsung. Je pense que Google a enfin pris cette nouveauté en compte. La seule question que je me pose, c'est est-ce que ça sera vraiment bien? Et ça, je peux pas le savoir avant 6 mois de test, donc c'est pour ça qu'on le mentionne rapidement. L'appareil photo aussi, il y a des petits changements qui sont bienvenus sans vraiment révolutionner. On reste sur un triple module caméra comme l'année dernière, avec un ultra grand angle, un grand angle et un zoom optique. Sauf que cette année, grâce à la puce et grâce à un capteur un peu plus grand, le zoom peut monter jusqu'en 120 numérique et surtout les photos de nuit sont beaucoup plus rapides. Bref, Google peaufine son modèle de l'année dernière et je pense que c'est plutôt... Nico. Oui Alfred? Mais c'est le Google Pixel 10 ça. Regarde, ça c'est 11. Ah merde! And the Oscar goes to... Et oui, il n'y a pas vraiment de différence entre le Pixel 10 Pro de l'année dernière et le Pixel 11 Pro de cette année. Pour la première fois en 10 ans, j'ai l'impression que Google nous a renvoyé le même téléphone que l'année dernière. Alors, les nouveautés que j'ai évoquées en début de vidéo, elles sont réelles. Il a vraiment un écran un petit peu plus résistant, il a vraiment un appareil photo avec un capteur un petit peu plus grand, mais c'est ultra léger. Le produit est globalement le même en main, on voit quasiment pas la différence, et je suis sûr qu'une grande partie d'entre vous s'est fait berner par le début de cette vidéo, et que quand il était de dos, vous vous êtes pas rendu compte que c'était l'ancien module caméra. Et si vous vous posez la question, oui, je referai la même blague dans 2 semaines dans mon test de l'iPhone 18 Pro. Et d'ailleurs, abonnez-vous à Numérama dès maintenant si vous voulez rien rater des lancements Apple à venir. Le Pixel 11 Pro, c'est un bon téléphone. Je vais pas dire l'inverse, je vous l'ai dit, j'aime beaucoup les Google Pixel et c'est totalement un produit que je pourrais utiliser toute l'année. J'ai toujours préféré la surcouche Google à ce que fait Samsung par exemple, même si Samsung en hardware a toujours été un petit peu au-dessus. La plus grosse nouveauté, le mieux c'est que je vous la montre, regardez, c'est ça. Vous le voyez le point rose au dos du téléphone? Voilà. Cette fonction, Google l'appelle Highlight. Highlight, qu'est-ce que c'est? C'est la réintroduction du témoin LED, ce qu'on pouvait avoir sur les BlackBerry, ce qu'on pouvait avoir sur les téléphones à l'époque où ils avaient des grosses bordures, qui permettait de savoir quand on avait une notification en attente sans avoir à réveiller l'écran. Le témoin LED, il a disparu avec le temps, parce que les écrans sont devenus bord à bord, mais surtout parce que les écrans sont devenus always on. C'est le cas du Pixel. Si je l'éteins, l'heure, elle reste affichée en permanence. Et pourtant, Google s'est dit qu'il y avait peut-être un intérêt à mettre le téléphone sur le ventre et d'avoir ce point lumineux pour vous indiquer quand quelqu'un vous appelle ou vous permettre de parler avec Gemini, c'est l'autre promesse, le fait de pouvoir le solliciter et d'avoir la bulle Gemini au dos du téléphone. Sur le papier, on était curieux. En réalité, c'est pas très bon. Parce que souvent, en fait, notamment quand il est sur une table, ça va quand même réveiller l'écran. Du coup, le capteur au dos ne va pas vraiment se réveiller. Surtout, dans l'application téléphone, c'est réservé aux contacts favoris. Si vous avez un contact que vous attendez, mais qui n'est pas quelqu'un dans vos proches, vous pouvez pas le mettre dans Highlight, par exemple. On a le droit qu'à 5 couleurs, alors que techniquement, le capteur peut en faire beaucoup plus. Et Google s'arrête là. Le capteur n'est utilisé nulle part ailleurs. Il commence à y avoir des applications tierces en cours de développement qui vont utiliser Highlight pour faire plus de choses, pour avoir un minuteur, par exemple. Mais c'est pas le cas de Google, qui a décidé que c'était uniquement pour les contacts favoris et pour Gemini, et c'est vraiment pas assez. On ajoute à ça que la technologie repose en fait sur des points LED autour du flash, ça reste un vrai flash blanc, mais du coup, quand on est en extérieur, on ne voit quasiment rien parce que c'est pas assez lumineux, alors que le flash, lui, est beaucoup plus lumineux. Ça aurait été limite plus intéressant de mettre une LED de couleur à l'arrière, mais j'imagine que la qualité du flash aurait pris un trop gros coup. Limite, quand je vois ce que fait Nothing depuis quelques années avec ces LED à l'arrière qui peuvent indiquer des choses, qui peuvent indiquer des chiffres, ou alors même des marques, on peut mettre des écrans sur le dos par le passé, je pense que Google aurait dû aller plus loin. Le point lumineux, c'est pas suffisant, il aurait fallu un endroit un petit peu plus gros avec des pixels pour pouvoir afficher du texte. Bref, Highlight, en tant que grosse nouveauté, c'est une immense déception. C'est un petit peu à l'image de cette nouvelle génération de Pixel 11 Pro. Il y a tellement peu de nouveautés que le truc le plus gros est un des plus gros gadget que j'ai vu en 10 ans sur un téléphone. Ajoutons à ça un petit détail qui était passé inaperçu au moment de l'annonce, c'est que ce Highlight ne fait pas que remplacer le flash, il tue le capteur de température qu'il y avait à l'arrière. Alors un capteur de température qui était un gadget que pas grand monde utilisait, mais quand quelqu'un a mal à la tête dans votre entourage et que vous n'avez pas un thermomètre avec vous, c'était pas mal de pouvoir mettre le téléphone sur le front et d'avoir une
température. Là, on perd cette fonction au profit de quelque chose qui fait de la lumière et qui est pas vraiment utile. Donc j'ai presque envie de dire que j'aurais préféré qu'il garde le thermomètre. Hop, une petite minute Nico, j'interromps ton test du Google Pixel 11, parce que j'ai ultra mal au dos et que cette vidéo est sponsorisée par CEO. Si vous passez vos journées à travailler ou à jouer devant un écran, vous connaissez sûrement le problème. Au bout de quelques heures, vous changez de position toutes les 30 secondes. Mais votre fauteuil, lui, ne s'adapte absolument pas. Justement, la CEO Doro C300 Pro V2, c'est un beau fauteuil de bureau, pas trop cher, et qui a été créé pour accompagner tous vos mouvements. CEO appelle ça le système Dynacore. Oui, ils sont très inspirés pour trouver les noms de leur technologie. Mais concrètement, le dossier, l'appui-tête, les accoudoirs et le soutien lombaire sont liés par un mécanisme. Ils travaillent ensemble pour vous soutenir lorsque vous bougez ou que vous vous inclinez. Et avec le système le dossier s'adapte à la forme de votre dos et à votre posture, que vous soyez bien calé au fond du siège, penché vers votre écran ou légèrement sur le côté. Il accompagne vos mouvements pour vous maintenir et limiter la pression exercée sur la colonne vertébrale. Pour le bas du dos, le support lombaire peut être ajusté sur 3 niveaux. Et surtout, il continue d'accompagner les lombaires et le sacrum lorsque vous inclinez le fauteuil au lieu de laisser un grand espace derrière votre dos. Et puis, il y a les accoudoirs Il se règle en hauteur, vers l'avant, vers l'arrière, pivote à 360 degrés, il s'incline vers le haut et le bas pour soutenir les bras dans n'importe quelle position. Il existe même une version équipée d'un repose-pied pour ceux qui veulent faire une petite sieste sur la pause déjeuner. Si vous entendez votre dos réclamer du ou du eh bien, on vous a mis les liens dans la description. Merci à CEO de soutenir Numérama et accessoirement mon dos, et maintenant je vous laisse avec Nico et son Google Pixel 11. Le seul terrain sur lequel Google avance un peu avec le Pixel 11 Pro, c'est la photo. Mais même là, je suis un peu déçu, parce que quand je vois par exemple les téléphones chinois chez Oppo, chez Huawei, chez Xiaomi qui innovent avec des capteurs de 1 pouce, qui innovent avec des capteurs de plus en plus gros qui dépassent, je me dis que Google, avec les volumes de vente relativement faibles qu'il fait, pourrait être l'acteur qui innove, pourrait être l'acteur qui tente des choses. Et pourtant, Google est plutôt dans la conformité de ce que font Apple et Samsung, qui sont des acteurs qui font de la masse production, qui fabriquent tellement d'appareils qu'ils sont obligés de ne pas trop innover s'ils veulent pouvoir produire des téléphones en quantité suffisante. Les nouveautés, elles sont sur le zoom, je vous disais. Le zoom, il a un capteur qui capte plus de lumière, donc il va être meilleur en basse luminosité, et surtout, il profite de la puce Tensor G6 de Google, qui n'est toujours pas un foudre de guerre, mais qui est quand même largement suffisant. Alors moi, j'ai tendance à penser qu'on s'en fout d'avoir la puce la plus puissante dans un téléphone. Ce qu'on veut, c'est que le téléphone donne l'impression d'être le plus rapide, et c'est le cas avec le Pixel 11 Pro. Et grâce à toutes ces optimisations, Google a un zoom qui est meilleur, et surtout un zoom qui peut monter jusqu'en x120, là où c'était du x100 avant. Je vais pas vous mentir, je n'ai pas trouvé un seul usage où le x120 est utile. D'autant plus que Google, à partir de x30, x40, x50, ils mettent une couche d'optimisation logicielle avec de l'IA en local pour améliorer la photo. Et la photo, souvent, elle est beaucoup plus belle que la réalité. Donc que ce soit en x120 ou en x50, ça n'a pas vraiment d'importance, ce n'est pas la vraie chose que vous prenez en photo. Cela dit, le zoom, c'est un capteur qui est de plus en plus apprécié par les gens, qui permet de faire des portraits très cool, qui permet de prendre de très bons souvenirs en vacances. Et le fait d'avoir un meilleur capteur attaché au zoom, c'est une bonne nouveauté. Donc sur cet aspect, on salue la décision de Google. L'autre nouveauté qui est cool mais qui est logicielle, c'est la capture magique. Là aussi, je me demande si c'est pas la première fois qu'on voit ça, mais pas finalement une fonction qui va apparaître partout dans les prochains mois. L'idée, c'est d'avoir un troisième mode dans l'appareil photo. Vous avez photo, vidéo et magique. Bon, magique, on exagère peut-être, c'est très marketing, mais l'idée, c'est de faire une vidéo et qu'une intelligence artificielle, Gemini, va sélectionner les moments importants de la vidéo et faire des photos en haute qualité pendant la vidéo. Donc à la fin de votre enregistrement, vous avez à la fois toute la vidéo et à la fois des photos. Là où j'ai des doutes, c'est que je vous avoue que je trouve la qualité légèrement en dessous de quand on prend une vraie photo. Google dit qu'ils appliquent les mêmes traitements algorithmiques quand on appuie sur le bouton appareil photo, mais malgré tout, la puce finalement ne va pas prendre les mêmes décisions que si c'est vous qui appuyez sur le déclencheur. Donc on perd un peu en qualité, et surtout, par rapport au fait de prendre une vidéo et de la transformer en photo, je ne trouve que la différence n'est pas forcément sensationnelle. Ça reste une fonction intéressante et je suis curieux de voir si des Apple et des Samsung vont faire la même chose dans les prochains mois. Il y a d'autres améliorations intéressantes. On voit notamment que Google veut vraiment cibler les influenceurs, les Instagrammeurs, les créateurs de contenu avec les Pixel 11 Pro. Il y a un mode créateur qui va permettre d'avoir un téléprompteur, un mode créateur qui va permettre d'avoir un retour, de faire des réactions en temps réel. C'est plutôt bienvenu. C'est cool, mais c'est pas des fonctions pour tout le monde, et c'est surtout des choses sur lesquelles n'importe qui peut aller avec un bon logiciel. Et enfin, l'autre différence, elle concerne le mode nuit, un des points forts historiques de Google qui pendant longtemps était un des rares à pouvoir voir dans le noir total. Aujourd'hui, quasiment tout le monde le fait avec des modes nuit à longue exposition. Bah là, c'est toujours très bon, mais c'est beaucoup plus rapide parce qu'il y a une meilleure optimisation du processeur. Je trouve que l'écart n'est pas sensationnel, ça changera pas votre vie, mais c'est plutôt une bonne chose.
Maintenant qu'on a dit tout ça, c'est quoi les autres nouveautés du Pixel 11 Pro? Eh bien, fin de vidéo, au revoir. Non, j'exagère évidemment, il est un petit peu puissant, il se charge un petit peu plus rapidement, il supporte la dernière norme recharge sans fil, etc. Des détails globalement. Et il y a quand même pas mal de nouveautés logicielles en intelligence artificielle, sauf, et ça va peut-être vous étonner, en Europe. What a twist! Avec sa gamme Pixel 11, Google introduit ce qu'il appelle assistance proactive. C'est une fonction attachée à Gemini Intelligence, c'est le nom donné à Google aux fonctions agentiques de Gemini directement intégrées sur le téléphone avec une partie en local et une partie dans le cloud. Et cette assistance proactive, elle va aller piocher dans vos messages, piocher dans vos mails, piocher dans vos photos pour trouver des informations, vous suggérer des réponses, vous indiquer des choses qui peuvent vous intéresser et s'intégrer dans toutes les applications, dans tout l'OS. Sur le papier, c'est hyper pratique. Sur le papier, c'est hyper similaire à ce que Apple veut faire avec son Siri AI, mais peut-être que ça va encore plus loin parce qu'on sait que Google collecte les données et ne fait pas tout en local. Et malheureusement, c'est disponible dans très peu de pays au lancement. C'est pas que l'Union Européenne qui en est privée, c'est beaucoup de pays, mais l'Union Européenne, notamment pour des questions de DMA, d'ouverture à la concurrence, etc., est complètement exclue de ces fonctions pour l'instant, qui ne sont pas disponibles sur le Pixel 11 Pro. Je vous l'ai dit, je suis un gros fan des Pixels, j'ai toujours le Pixel 10 Pro avec moi, et en passant sur le test du Pixel 11 Pro, j'ai pas vraiment vu de différence là-dessus au quotidien. Il y a une seule fonction qui est une nouveauté très cool, c'est la dictée vocale Rambler. Je fais partie des gens qui aiment beaucoup la dictée vocale. Alors je parle pas des mémos vocaux, je parle du fait de marcher dans la rue et de dicter quelque chose à son clavier. Et en toute honnêteté, notamment sur iPhone, c'est souvent très mauvais, particulièrement en français, où il y a des fautes d'orthographe, il y a des mots qui se mélangent, il y a des problèmes de ponctuation, et c'est assez dommage. Avec Rambler, Google utilise Gemini pour faire la transcription. Donc au lieu d'avoir le clavier qui va convertir en temps réel ce qui se dit, ça envoie votre analyse vocale à Gemini, et Gemini va générer une transcription parfaite, avec la bonne ponctuation, les bons noms propres, savoir quand il faut mettre une majuscule, quand il ne faut pas mettre une majuscule, et surtout vous allez pouvoir modifier votre truc. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr de vous, tu fais non, c'est pas ce que je voulais dire, et j'aimerais plutôt que tu mettes ça, à la limite présente-le sous la forme d'une liste, et ça va automatiquement modifier le message. Donc ça ajoute une vraie intelligence, ça modifie sa manière d'utiliser le téléphone, et j'ai trouvé la fonction géniale, avec quand même un truc qui me dérange, c'est que c'est pas une raison d'acheter un téléphone, parce que Rambler, techniquement, ça passe par le cloud, ça peut être déployé sur tous les téléphones du monde entier en seulement quelques minutes. Il y a d'autres petites fonctions IA, mais pareil, elles risquent d'arriver partout et je considère pas qu'elles sont suffisamment importantes pour justifier le passage au Pixel 11 Pro. Maintenant qu'on a dit tout ça, faut aussi évoquer les prix. La gamme Pixel 11, généralement, elle coûte 100 € de plus que la gamme Pixel 10. Google est victime de la crise de la mémoire vive, tout coûte plus cher et donc les prix augmentent. Ça commence à 1000 € pour le Pixel 11, puis ça commence à 1200 ou 1400 € pour les Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL. Et donc oui, c'est plus cher pour un produit qui est globalement le même, ce qui fait que notre recommandation sur Numérama est de vous dire d'acheter les Pixel 10 Pro si vous voulez un téléphone Google. Il y a des très bonnes promotions en ce moment, et je pense que c'est plus raisonnable de prendre le modèle de l'année dernière, d'attendre que les mises à jour avec Gemini Intelligence se déploient, comme ça vous serez pas déçus, vous aurez la plupart des nouveautés, et ça laisse aussi le temps à Google d'améliorer ses produits pour de futures générations, et surtout de déployer les nouveautés IA en Europe. En fait, ce qui me dérange avec cette gamme Pixel 11, c'est que pour la première fois, j'ai l'impression que Google montre qu'il ne veut pas devenir un numéro 1 du smartphone. C'est une théorie qui revient souvent dans la tech. J'en suis pas totalement fan. Des gens disent que les Google Pixel n'ont été inventés par Google que pour montrer les nouvelles fonctions d'Android, mais que Google ne veut pas concurrencer Samsung ou Honor par exemple, parce que c'est ses partenaires. Ça se tient, Google n'a aucun intérêt à tuer Samsung, mais en même temps, pourquoi Google dépenserait autant en marketing? Pourquoi Google s'associerait à autant de célébrités pour promouvoir les Google Pixel? Si Google n'était pas sérieux avec cette gamme. Donc pour moi, la vérité se situe entre les deux. Je pense que Google veut vraiment vendre des pixels et qu'en même temps Google ne veut pas prendre le lead en étant l'entreprise qui innove le plus au monde. Et c'est un peu ça qui me dérange. La position de Google, le fait qu'ils innovent sur le logiciel en permanence fait que pour moi, ils devraient avec les pixels prendre des risques. Les pixels devraient être les premiers à introduire des nouvelles technologies d'appareils photo qui vont peut-être faire un flop mais qui au moins seront essayées. Les pixels devraient se mettre sur du silicium carbone avec des très grosses batteries parce que Google ne fabrique pas des produits en grande quantité donc peut se permettre de le faire. Les pixels devraient tenter des nouveaux formats. Je trouve ça un petit peu dommage que ce soit Huawei et Oppo qui expérimentent les formats wide plus larges, qui expérimentent les nouveaux formats Passport sur les Fold et que Google finalement reste en retrait. Et plus généralement, je trouve ça dommage que Google, malgré le fait qu'il a peu de parts de marché sur le smartphone, se permette de faire comme Apple et Samsung avec des téléphones qui sont quasiment les mêmes que l'année dernière. On attend mieux d'une marque qui veut prouver qu'elle veut devenir numéro 1. Bref, vous l'avez compris, les Pixel 11 Pro sont des bons téléphones. On vous les recommandera sans aucun problème quand les prix baisseront. Mais en attendant, on reste vraiment sur notre faim cette année
Pas beaucoup de nouveautés, peut-être la première fois depuis longtemps que Google a des pixels qui évoluent aussi peu. Donc vraiment, je le redis, on vous recommande les Pixel 10 Pro et les Pixel 10a, et surtout on a hâte de voir ce que va faire Apple dans quelques semaines. Abonnez-vous à Numérama si vous ne voulez rien rater des annonces et des tests, parce que ça sera les iPhones, les principaux rivaux des Pixels aux États-Unis, en Europe et ailleurs. Donc forcément, la comparaison dans une année où Google n'a pas beaucoup innové va être très intéressante.